Alors après cette introduction et ces éléments de contexte, place à notre sujet phare de ce soir. Et pour nous ouvrir les chakras et nous mettre en route pour saisir les opportunités du digital, j'ai l'honneur d'accueillir Nicolas Petit. Vous pouvez l'applaudir, oui. Alors, Nicolas, je ne vous le cache pas, est une très belle rencontre, comme je les aime tant. Alors tous ont été des très belles rencontres, mais c'est vrai que quand je l'ai eu au téléphone, j'étais complètement quoi et je ne pouvais plus parler. Pascal peut en témoigner. Alors, Nicolas, il est le fondateur de Native. Je vais citer, parce que vous allez voir, c'est puissant. Native est une plateforme hybride associant expertise numérique avec humanité et enjeux sociaux de la technologie. Je vous avais dit, c'est assez puissant. Alors, Nicolas, il est aussi affilié de professeur aux Mines Paris PSL. Il forme par ailleurs des dirigeants d'entreprise avec un programme qui s'appelle Become More Digital, très concret, très entrepreneurial. Donc, on vous donnera les contacts si besoin. Et enfin, il a été auparavant VP Global Marketing et Opérations de Microsoft. Donc, Nicolas, à toi de jouer sur notre thème de ce soir, darwinisme digital, expérience client, expérience collaborateur, excellence opérationnelle et innovation de business model. Ceux qui ne retiennent pas ces 4 mots au cocktail, vous n'êtes plus invité au club. La scène est toute à toi et Nicolas, on t'écoute. Merci beaucoup Manuela, merci à toute l'équipe Next Stage pour cette opportunité de partager donc quelques éléments effectivement sur le darwinisme digital ou plus exactement sur la meilleure manière de surfer la vague plutôt que de la subir. Alors si on essaye de résumer darwinisme digital en un slide, en gros ça peut être ça, le digital dévore le monde, c'est un Pac-Man géant qui a décidé de tout bouffer. C'est à peu près la façon la plus simple de l'exprimer. Comme le disait Manuela en introduction, la définition canonique c'est celle de Brian Solis en 2011. Qui consiste à dire que darwinisme digital, c'est l'évolution du comportement du client, de vos clients, lorsque la société et la technologie bougent plus vite que votre capacité à vous y adapter. C'est ça le darwinisme digital. Donc 2 facteurs. Premier point, 1, votre capacité de décoder ou pas les nouvelles attentes digitales de vos collaborateurs, de vos clients, de vos partenaires. Point 1. Point 2, votre capacité d'adoption des bonnes technologies, pas toutes, les bonnes, au bon rythme pour être capable de répondre à ces nouvelles attentes. C'est ça dont on parle lorsqu'on parle de darwinisme digital. Alors, en vrai, on est probablement déjà à la 2e étape du darwinisme digital. La première, elle a commencé en 2010, c'est ce que j'appelle la transformation digitale 1.0. C'est le business qui se digitalise. Globalement, on a inséré de plus en plus de technologies dans les organisations. Le digital, c'est un facteur d'accélération, principalement de réduction des coûts et d'augmentation marginale de l'expérience client. Le business se digitalise. Depuis 2020, on est passé, à mon sens, dans la Digital Transformation 2.0, c'est-à-dire que ce n'est pas le business qui se digitalise, c'est le digital qui devient le business. Le digital, désormais, c'est une composante fondamentale, une composante, un actif concurrentiel majeur qui va déterminer, en gros, les entreprises qui vont surfer la vague de celles qui vont plutôt la subir. Alors, pourquoi on vit dans ce monde-là aujourd'hui? Pour 3 raisons principales. Première, lame du rasoir. Depuis 2011, il y a ce que j'appelle le grand alignement des planètes numériques. En gros, entre 2005 et 2010, on a ajouté toutes les pièces du puzzle qui mènent au monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est-à-dire un monde hyper digitalisé à titre professionnel et personnel. Donc, entre 2005 et 2010, on a mis le mobile, les réseaux sociaux, donc la donnée massive qui va avec, le cloud, 2006 Amazon Web Services, en gros, à la demande des capacités de calcul, de stockage, de networking, quasiment sans limite. 1 plus 2 plus 3, ça a permis de débloquer la dernière pièce du puzzle qui manquait, ça s'appelle l'intelligence artificielle et l'automatisation à l'échelle à partir de 2012. Donc ça explique la raison pour laquelle on est dans un monde hyper digitalisé aujourd'hui. Première lame de rasoir. Deuxième lame du rasoir, depuis 2018, c'est l'intelligence artificielle. C'est la grande accélération de l'intelligence artificielle, parce que si le digital dévore le monde, depuis 2018, c'est l'intelligence artificielle
qui dévore le digital. Et encore aujourd'hui, Microsoft et OpenAI viennent d'annoncer un nouveau logiciel génératif qui s'appelle Copilot X, qui vient d'être intégré et d'être lancé aujourd'hui. L'intelligence artificielle dévore le digital. Donc aujourd'hui et demain, les développeurs, les web développeurs, les informaticiens, les graphic designers, les gens côté agence, information, communication vont naturellement être profondément bouleversés par l'irruption de l'intelligence artificielle dans leur métier, à l'ère de ChatGPT, Bard, Midjourney pour la partie visuelle ou Copilot pour le développement logiciel. Alors, comme le disait Grégoire, c'est pas que le digital, l'automobile aussi, véhicule autonome, maintenance prédictive, ça s'appelle le modèle Tesla, mais également la santé, Grégoire en a déjà parlé. Troisième lame du rasoir, c'est le grand rebelotage des cartes. Puisqu'on est dans un environnement dans lequel la digitalisation est un actif concurrentiel, ça veut dire que votre capacité à maîtriser deux éléments clés va déterminer d'une certaine façon la trajectoire potentielle et comparative de vos organisations. Premier point, Grégoire en a beaucoup parlé, les expériences digitales. Alors là, je vous les ai catégorisées sur certains axes, on pourrait en choisir d'autres. Augmentation des expériences humaines, que ce soit les assistants virtuels, c'était très à la mode. Nouvelles interfaces, en ce moment, c'est les chatbots. Il y a 18 mois, c'était réalité virtuelle, réalité augmentée, etc., etc. La capacité à décoder ces opportunités, de se positionner sur les bonnes et de laisser celles qui ne vous concernent pas sur le bord de la route, c'est une compétence exécutive fondamentale. Deuxième point, l'infrastructure digitale. Alors là, je fais une petite pause. Donc, juste qu'on soit clair, l'infrastructure digitale, c'est plus la plomberie informatique. C'est-à-dire que c'est plus uniquement la problématique de votre DSI, votre direction informatique, c'est une discussion business, c'est une discussion de direction générale. Alors soyons clairs, ça ne signifie pas non plus qu'il faut que vous soyez en mesure de tout comprendre sur la logique d'infrastructure digitale, mais en revanche, il faut que vous soyez capable d'épauler votre DSI pour prendre les meilleures décisions, parce que l'infrastructure digitale, soit ça vous accélère, soit ça vous ralentit, soit ça vous fait prendre les pieds dans le tapis, ça vous empêche d'être potentiellement compétitif sur le marché. Alors, infrastructure digitale, de quoi on parle? Cloud computing, edge computing, qui est le nom glorifié de l'Internet des objets, pour faire simple, blockchain, éventuellement, et bien sûr, intelligence artificielle et machine learning. Donc, trois lames du rasoir qui aboutissent à une réalité très simple, qui est que ce n'est pas du business as usual. Donc le business as usual, c'est entre guillemets un peu derrière. Les règles de la concurrence sont changées par cette irruption du digital depuis une grosse dizaine d'années maintenant, et c'est son accélération, comme le disait Grégoire tout à l'heure. Deux exemples. Un, le e-commerce deviendra le premier canal de distribution mondial B2C et B2B. J'insiste, B2C et B2B. Alors, je vous l'accorde, on ne va pas vendre des Airbus A380 sur la marketplace Amazon. Donc ça ne va pas se passer. Mais il y a plein de sous-secteurs B2B qui sont en voie de transformation hyper radicale grâce au e-commerce. Si vous voulez faire une Learning Expedition sur le e-commerce et voir où est-ce que ça se passe, ce n'est pas en Europe, ce n'est pas en Amérique du Nord. C'est en Asie. 63% du e-commerce mondial, c'est en Asie, au niveau global des volumes. Et si vous regardez aujourd'hui la bascule a déjà été faite en Chine. En 2021, 52% du total des ventes réalisées sur le marché chinois retail ont été faites en e-commerce et pas en distribution traditionnelle. Et ce chiffre devrait tangenter 60% 2024-2025. Donc bascule opérée sur le terrain du e-commerce et bascule à venir dans nos régions incessamment sous peu. Deuxième point, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on ne parle que de hier, blockchain, NFT, cloud computing, métaverse, il n'y a pas si longtemps, souvenez-vous, et aujourd'hui ChatGPT, intelligence artificielle, que l'ubérisation des secteurs, elle s'est arrêtée pendant ce temps-là. Ce n'est pas vrai. La transformation digitale, elle continue en profondeur. Quelques exemples. Si je vous demande quel est le modèle de véhicule qui s'est le plus vendu en Europe sur le deuxième semestre 2022, toutes catégories confondues, hybride, thermique, électrique. Une idée? La réponse va vous surprendre, c'est la Tesla Model S. Plus que la Dacia, plus que la Golf de Volkswagen, etc. En volume d'unités vendues sur le marché européen, deuxième semestre 2022. Premier semestre 2022, c'était la Tesla Model 3. Ça fait plus d'un an que c'est Tesla qui vend le plus de voitures unitaires par modèle en tant que tel, parce que Volkswagen vend beaucoup plus de véhicules, mais en termes de voitures qui se vendent le plus, Tesla. Je vous rappelle que modèle Tesla, il n'y a pas de concessionnaire, l'essentiel des ventes se font en ligne, il y a zéro marketing. Ce n'est pas exactement le modèle standard de ce que fait un constructeur automobile classique.
Deuxième point, qui est le service de paiement B2B qui a la plus forte croissance aujourd'hui au niveau mondial. Réponse, c'est pas Visa, c'est pas Mastercard, c'est pas une banque. Ça s'appelle Stripe. Stripe, c'est ce qui est derrière la croissance et l'hypercroissance du e-commerce. Tous les e-commerçants aujourd'hui, par défaut, c'est Stripe pour gérer leurs paiements et notamment leurs paiements internationaux. Dernière question, qui est le premier vendeur de vêtements aux États-Unis aujourd'hui? Eh bien, peut-être bientôt, mais pour l'instant, non. Alors, c'est pas Walmart, hein, donc c'est pas l'équivalent de Carrefour, non plus. Non, c'est Amazon. Amazon est devenu le premier vendeur de vêtements sans une boutique physique, hein, quand même. Hein, donc, c'est 34% des ventes de vêtements en ligne, c'est 12% du total des ventes de vêtements aux États-Unis. Amazon. Hein. Tout confondu, tout canal confondu. Donc, attention, ne nous y trompons pas, c'est pas parce qu'on parle moins de l'ubérisation, entre guillemets, qu'elle a cessé de se produire sur les dernières années. Elle continue à se produire de manière plus ou moins silencieuse, mais de manière relativement forte. Alors, une fois qu'on a posé ce constat-là, la question, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, la question, c'est comment on surfe la vague plutôt que d'être submergé par la vague. Et donc là, je vais revenir à un mantra qui est cher dans le monde de l'industrie, qui a été formulé par Andy Grove, qui est l'un des cofondateurs d'Intel. En 1988, il parlait de ça en parlant de l'industrie de l'informatique, en disant, c'est même le titre de son livre, « Only the paranoid survive ». Donc, hein, seuls les paranoïaques survivent. Alors, il y a paranoïa positive et paranoïa négative, hein, on s'entend, hein, mais fondamentalement, je pense qu'on peut prendre cette phrase-là et l'appliquer en 2023 à n'importe quelle industrie. La paranoïa positive, hein, au sens orienté action et pas paralysie, elle est, je pense, dans un univers de darwinisme digital, plutôt bienvenue. Alors, le premier point qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on parle de transformation digitale, et pour surfer la vague, ça ne veut pas dire empiler de la technologie sur de la technologie et de la technologie. Ce n'est pas ça dont on parle. Parce que la technologie en pur jus, on va dire, c'est peut-être 20% maximum de la solution. Donc votre nouveau CRM, votre nouvel ERP, votre nouveau PLM, le Data Lake ou la nouvelle version de l'application mobile, tout ça c'est bel et bon, il faut le faire, mais ce n'est pas suffisant. Parce que le reste de l'équation, c'est 80% de culture. 80% de culture business. Hein. Donc, qu'est-ce que j'entends par la culture business, hein? Ce n'est pas la version jupitérienne qui descend du ciel, là, en version mindset, soft skills, etc. Ce n'est pas ça dont on parle. On parle de l'attention exécutive, donc de votre attention à vous, en tant que dirigeant, sur la manière de tirer le meilleur profit business, donc orienté métier, bénéfice client, collaborateur, opération, de la technologie. Donc, ce n'est pas la technologie pour l'IT, c'est la technologie pour le métier. C'est ça dont je parle lorsque je parle de culture. Et la conséquence, c'est que c'est 100% de leadership. C'est d'autant plus 100% de leadership qu'il n'y a pas qu'un seul chemin pour la transformation de vos organisations. Alors, si je reprends l'exemple de l'automobile, c'est simple, transformation du produit, transformation technologique. Hein. Donc là, 1908, Ford Model T, hein, moteur à combustion sur 4 roues, premier véhicule produit en masse. Milieu des années 2010, Tesla Model S, c'est pas un moteur à combustion sur 4 roues, c'est un moteur électrique, mais surtout un ordinateur sur 4 roues. On a tout changé à l'intérieur de la voiture, beaucoup de technologie, beaucoup d'électronique, beaucoup de digital, des grands écrans, c'est super. On a transformé le produit. Transformation technologique. Ça, c'est une route de transformation. Si je suis constructeur historique d'automobile, pourquoi pas? Mais moi, mon problème aujourd'hui, c'est que je n'ai pas de voiture. Ça fait 7 ans que je n'ai pas de voiture. Je n'ai jamais été propriétaire d'une voiture. Avant, c'est des voitures de fonction. Donc, pour vous dire que ça ne m'intéresse pas particulièrement. Ce qui m'intéresse, c'est ma mobilité urbaine. Moi, mes trajets, je vis à Paris, c'est moins de 10 km à moins de 30 km/h. Grosso modo, c'est ça. Donc, j'ai deux pistes. C'est soit les transports en commun, super, ce que j'ai pris pour venir, soit une situation alternative qui consiste à dire je ne veux pas avoir de voiture, m'emmerder avec ça, donc proposez-moi des solutions alternatives à l'usage. Donc ça s'appelle trottinette, ça s'appelle Car2Go, ça s'appelle Ubiquo. Je viens avec mon smartphone, je trouve la voiture, je trouve la trottinette géolocalisée, je la débloque, je pars avec, je la prends pour 20 minutes, pour 2 heures, et hop, on continue. Transformation de l'usage. Deuxième transformation possible, troisième, enfin un chemin de transformation possible, je ne vais même pas m'embêter à gérer une flotte de trottinettes ou une flotte de voitures. Je n'ai même pas envie de faire ça. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est la rencontre entre l'offre et la demande. Ça, c'est une transformation de business model. Ça s'appelle, sur le terrain de la mobilité extra-urbaine, Blablacar. Hein, c'est entre covoitureurs et covoiturés. Sur le terrain de la mobilité intra-urbaine, pour aller à l'aéroport, Uber, entre un chauffeur et un passager. J'ai zéro actif, zéro voiture, zéro rien. La seule chose que je fais, c'est mettre en relation des gens qui veulent se déplacer avec des gens qui se déplacent. C'est ce que je fais. Donc on voit bien que là, aujourd'hui, sur le terrain du darwinisme digital, votre responsabilité en tant que leader organisationnel, c'est avant tout d'être capable de bien formuler ce sur quoi vous voulez jouer pour mener votre transformation de la manière la plus efficace possible.
Alors, 3 trucs et astuces sur ce terrain-là, basés sur mon expérience précédente et les nombreuses transformations digitales que j'ai eu l'opportunité d'accompagner précédemment. Première étape, soyez obsédés par le what if. Le what if, c'est qu'est-ce qui se passe si? Qu'est-ce qui se passe si demain sur mon marché, il y a Amazon ou Google ou Salesforce ou Tesla ou Stripe qui débarquent avec une formulation digitale qui n'est pas la mienne, qui n'est pas celle de mon industrie? Ça, c'est arrivé à plein de gens très bien, les médias, le retail, etc. La crise du retail actuelle, c'est à date d'il y a 15 ans en vrai, lorsque le e-commerce a effectivement débarqué en masse. Donc ça, c'est une façon, entre guillemets, de s'infliger une sorte de blessure narcissique, un peu au sens freudien du terme, qui consiste à se dire, mais en vrai, là, imaginons que demain, on mette la clé sous la porte. On manque à qui? Côté client, collaborateur, partenaire, en quoi on n'est pas remplaçable là, demain par un concurrent qui existe, qui va prendre notre place, notre part de marché, puis allez, c'est fini, ça s'arrête là. Donc pour traiter ça, 3 angles. Le premier, c'est l'angle client. Qu'est-ce qui se passe si les usages du client changent radicalement? Pour travailler avec beaucoup de banques, je peux vous dire qu'il y a plein de banques qui n'ont toujours pas téléchargé ça, du tout. On pas télécharger le fait que les usages clients ont radicalement changé, que donc en fait ça change énormément de choses sur leur business model. Deuxième point, qu'est-ce qui se passe si vous passez de je suis leader, j'ai de la part de marché, de l'expertise, à en fait je deviens très très fragilisé parce qu'il y a des gens qui viennent avec une formule différente et qui viennent me challenger sur mon marché. Ça s'appelle les banques. Elles ont toujours les coûts, ça s'appelle le réseau d'agences, elles n'ont plus la profitabilité. Parce que les clients, ils sont partis ailleurs, sur des services en ligne, moins chers, plus performants. Donc c'est ça qui s'est passé. Et dernier angle, c'est l'angle des collaborateurs. Qu'est-ce qui se passe si non seulement j'ai du mal à attirer les talents chez moi, mais en plus ceux que j'ai, ils partent? Ça, c'est compliqué. Et donc, dans un contexte de digitalisation intensive, il faut vraiment, je pense, se poser cette question-là avant qu'on ne vous la pose et avant que des concurrents nouveaux viennent sur votre marché et vous la posent. C'est ce que j'appelle l'identité stratégique. C'est en gros sur quoi vous pouvez vous fonder et vous asseoir de manière sécurisée dans un monde très volatile. Donc, première étape, what if. Deuxième étape, on l'a dit, transformation digitale, darwinisme digital, quel que soit le terme, ce n'est pas une question de technologie. Ce n'est pas une question d'empiler un CRM sur un data lake, sur je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça le sujet en tant que tel. C'est le sujet de savoir à quoi sert la technologie par rapport à vos objectifs business. De toutes les transformations digitales que j'ai accompagnées, j'en ai accompagné un certain nombre, celles qui échouent, elles échouent parce que ça, on ne le formule pas correctement. On se préoccupe de la technologie et pas de l'objectif business. 4 objectifs business qui sont votre responsabilité parce que votre DSI n'est pas capable seul de les formuler. 1, en termes d'expérience client, vous voulez quoi? C'est quoi le bénéfice du digital pour vos clients à vous, en termes de façon de leur simplifier la vie? C'est de la personnalisation, c'est de l'omnicanal, je commande en ligne, je peux ramener le produit qui ne me va pas en boutique et inversement, oui, non. Voilà. C'est du self-service, bref, comment vous définissez ça? Deuxième point, expérience collaborateur, qui est aussi importante aujourd'hui que l'expérience client, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde dans lequel l'attraction et la fidélisation des talents, ça devient un sport de haut niveau, quand même. Donc, marque employeur, recrutement, onboarding, développement personnalisé, comment le digital peut vous aider à mettre ça en place? Troisième point, Raphaël en a légèrement parlé, et puis on en a parlé également auparavant, excellence opérationnelle, pour faire simple, plus vite, moins cher. Donc ça, normalement, quand je présente ça, ça intéresse énormément les directions financières, parce que ça imprime très vite. Plus vite, moins cher, ça veut dire automatisation, ça veut dire réduction des coûts, ça veut dire de la data, de la technologie, souvent un peu d'intelligence artificielle derrière. Et enfin, innovation de business model, on l'a vu avec Uber, avec Blablacar, avec les trottinettes, etc. Je n'ai pas forcément besoin d'avoir les actifs. Une plateforme, ça peut me faire le matching entre l'offre et la demande. Je peux mettre en place des services gratuits, ça s'appelle N26 ou Revolut sur le marché bancaire. La carte bancaire et le service bancaire, il est gratuit, puis après, j'essaye de vous faire passer sur un service payant. Ça change un peu la manière de gérer l'entrée en relation avec la banque. Ça s'appelle du as a service, trottinette en libre service. Donc une fois qu'on est clair sur les objectifs business, c'est super parce que ça nous permet vraiment de savoir pourquoi on fait ce qu'on est en train de faire d'un point de vue technologique. 2 exemples. Si Amazon a la meilleure expérience client du e-commerce et probablement de la planète, c'est pas juste par une débauche technologique intensive. C'est pas vrai, c'est exactement ce que disait Grégoire, c'est par une attention de tous les instants à la qualité de l'expérience client. L'expérience client chez Amazon, elle doit être sans friction. Pourquoi? Parce que si vous êtes un client Amazon Prime, vous dépensez 85% de plus sur Amazon.
D'accord? Donc, quand je vous ai converti en client Amazon Prime avec l'abonnement, vous shiftez votre consommation sur Amazon. Donc, autant vous dire que l'expérience client, elle doit être parfaite. Parce que derrière, gros enjeux financiers. Je vous donne un exemple de ma vie il y a 6 mois. 6 mois, je commande un câble USB sur mon mobile, sur Amazon. Je suis client Prime depuis 2004 ou 2005 aux États-Unis, je ne sais même plus. Bref, je commande trop vite, je me trompe sur la taille du câble. Je commande 70 cm au lieu d'1,50 m. Le câble arrive, je me rends compte qu'il est trop court. Bon, qu'est-ce que je fais? Je contacte sur l'application mobile le chat Amazon. Le chat Amazon me répond en moins d'1 minute et le chat Amazon me dit « Monsieur Petit, c'est bon. Pas de problème. On vous renvoie demain le bon câble. Celui-là, vous le gardez, c'est pour vous. » Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Là, ils m'ont évité toute friction, parce que la friction, c'est quoi? C'est trouver une enveloppe, trouver du scotch, imprimer l'étiquette de retour sur mon imprimante Wi-Fi qui ne marche jamais, le mettre sur l'enveloppe, aller à la poste. Voilà, ils m'ont évité tout ça. Je suis client à vie. C'est-à-dire expérience Customer for Life, là, ça c'est du vrai Customer for Life, basé sur quoi? De la débauche technologique? Pas du tout. 1, de la logistique, donc ça c'est pas technologique en soi. 2, une capacité à exploiter la donnée client de manière hyper intime pour savoir que vu la valeur que je leur rapporte historiquement, on va pas m'emmerder pour un câble USB qui vaut 6,99 €. Hein. Donc ça, on le garde. De toute façon, ça leur coûterait plus cher de le reconditionner, de le regérer. Donc je vous le laisse. Customer for Life, moins de 20 $ aux États-Unis, ça c'est le seuil, c'est à peu près 15 € à peu près estimé en Europe et en France, le seuil à partir duquel on ne vous embête pas sur les retours clients chez Amazon lorsque vous êtes un client Amazon Prime fidèle, hein, j'entends, pas n'importe lequel, basé sur de la data. Deuxième exemple. Excellence opérationnelle. ThyssenKrupp, grosse maison familiale allemande, qui est à mi-chemin entre la PME et le CAC 40 chez nous. Ils font des ascenseurs. Ascenseur tombe en panne dans un building, ça bloque le building, ça gêne le business. 24, 48, 72 heures parfois pour envoyer le technicien pour réparer la cabine d'ascenseur. Qu'est-ce que je peux faire? Je fais un test, je mets plein de capteurs dans une cabine d'ascenseur, je vois si oui ou non je suis capable d'anticiper la panne avant qu'elle se produise. Réponse, je suis capable de le faire. En étant capable de le faire, je change radicalement la manière dont je gère mes opérations, puisque résultat des courses, 50% d'indisponibilité de cabine en moins, et je connecte mes ingénieurs services au plus près des futures potentielles pannes. Donc vous changez quand même radicalement l'expérience opérationnelle de la manière dont vous travaillez. Donc A plus B, ça donne troisième étape. Pour faire ça, encore faut-il être capable de bien décrypter votre maturité digitale. Votre maturité digitale, je le répète, ce n'est pas que la technologie. Transformation digitale, c'est 7 leviers principaux. Hein. Il y a la technologie et il y a tout le reste. Donc la technologie, c'en est un, mais après, il y a le design d'expérience, user experience, etc. La manière dont vous gérez votre business model, la donnée, le product management. Et le product management, ce n'est pas que des méthodes agiles, hein, ça va au-delà de ça. Est-ce que vous avez besoin d'un écosystème ou pas? Et dernier point, la culture, test and learn, gestion du changement. Et donc fondamentalement, là vous avez 3 options. Soit vous êtes dans une phase d'émergence, c'est-à-dire que vous en avez entendu parler mais vous ne le faites pas. Donc c'est bien d'en avoir entendu parler, mais après il faut passer à la deuxième phase qui est le développement, il faut le faire. Donc il faut faire du test, de la première implémentation, des proof of concept et des proof of actions. Et puis ensuite, le cas échéant, maturer et le déployer à l'échelle. J'insiste sur un dernier point, il n'y a pas besoin de mettre tous les curseurs à droite. Hein. Aucun sens, hein. Juste qu'on soit très clair, ça n'a aucun sens de mettre tous les curseurs à droite. Il faut mettre les curseurs à droite, là où ça fait du sens, par rapport à quoi? Par rapport à vos objectifs business, vus dans l'étape 2, précédemment bien formulés. Hein. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire. Donc pour terminer, ça je vais passer, parce que ce n'est pas opportun, pour revenir sur ce que disait Grégoire tout à l'heure. La deuxième phase de transformation dans laquelle on est, d'un point de vue digital, ce digital 2.0, ou peu importe comment on le définit, 3 éléments clés. Le premier, c'est que si ChatGPT vient menacer le monopole de Google, bon, ils ont répondu hier avec Bard, c'est pas mal Bard en vrai, le jeu va s'équilibrer. Néanmoins, ça veut dire que l'intelligence artificielle va probablement redéfinir les règles du business pour beaucoup d'industries. Le deuxième point, y compris les vôtres, hein, le deuxième point, c'est que demain, vos meilleurs collaborateurs, votre meilleur marketeur, votre meilleur ingénieur, votre meilleur vendeur, votre meilleur communicant, ça ne sera pas un humain tout seul, ça sera un humain en partenariat avec une intelligence artificielle. Donc ça, côté RH, il
L'anticiper un poil quand même, hein, parce que ça veut dire upskilling, reskilling, gestion des compétences de manière quand même fine, granulaire, pas simplement au niveau des postes, mais au niveau des compétences qui composent les postes. Hein. Donc c'est un nouveau mandat pour les DRH. Dernier point, mieux vaut anticiper et commencer tout de suite ce téléchargement, on va dire, de cette nouvelle forme de transformation, parce qu'on l'a vu au tournant des années 2010, que les organisations qui ont un petit peu raté cette première marche de digitalisation sont parfois aujourd'hui un peu en difficulté. On le voit dans le domaine du retail, on le voit dans le domaine des médias. Hein, Salto versus Netflix, hein, Salto a fermé, hein, indépendamment du soutien de France Télévisions. Donc il faut bien comprendre quand même que cette première étape, certains ne l'ont pas forcément complètement vue. Là, la deuxième, elle est relativement claire. On en parle beaucoup autour de l'intelligence artificielle dans les médias. Donc je vous encourage vraiment à la saisir maintenant pour pouvoir, plutôt que subir, pouvoir surfer autant que possible sur cette nouvelle vague. Merci à tous.